Voilà, je donne la parole à Mathieu Secaldi, qui est un des grands soutiens de l'EREMA à travers tout son investissement dans l'espace éthique méditerranéen. Merci. Alors je remercie Perrine et Emmanuel et le Conseil scientifique de m'avoir demandé de traiter de ce sujet, la capacité décisionnelle, mais je ne voudrais pas que vous preniez pour autre chose que ce qu'elles sont les quelques réflexions que je vais vous livrer. Ce n'est pas l'objet d'un travail, d'études personnelles ou d'une revue de la littérature. Ce sont les réflexions d'un neurologue travaillant dans le champ de la neuropsychologie et celui de l'Alzheimer. Alors, les 3 points, en fait, c'est passer assez rapidement sur les 2 premiers que je vais aborder. C'est finalement décider, c'est une activité cognitive. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, la maladie d'Alzheimer est une maladie de la cognition, mais je voudrais surtout insister sur le 3e point pour lequel j'ai écrit cette phrase. La liberté de décider n'est pas un concept neuropsychologique. Je pense que ce n'est ni un concept neurologique, ni un concept psychologique, qui ne signifie pas que la liberté de décider n'existe pas. Décider, c'est une activité cognitive, et finalement, pour les neurologues, neuropsychologues, c'est assez simple. Pour décider et pour avoir une activité cognitive, pour avoir des compétences décisionnelles, il faut intégrer les données du problème, comprendre la situation, comprendre l'environnement dans lequel ça se trouve, et on sait que c'est associé à la préservation d'une partie de notre cerveau, en particulier du cortex associatif postérieur. Décider, c'est aussi, bien entendu, ça requiert aussi de l'attention, de la concentration pour effectivement bien intégrer les différentes données qui nous sont livrées. Et là aussi, on connaît les parties du cerveau qui sont impliquées dans cette activité. Décider, c'est aussi se confronter aux expériences du passé, aux expériences mémorisées, et donc cela signifie qu'on va solliciter la mémoire, et Dieu sait que la mémoire est au centre de la cognition, et c'est aussi au centre des difficultés des patients Alzheimer, et là encore, il y a des régions bien impliquées dans cette activité. Et puis finalement, décider, c'est aussi, au-delà de ces fonctions dites instrumentales, avoir la capacité de juger, de raisonner, d'anticiper. Et là, c'est ce qu'on appelle les fonctions exécutives et le lobe frontal. Donc finalement, vous voyez, c'est très rapide, cette première partie. Décider, c'est toute une série de fonctions cognitives avec des réseaux et des régions du cerveau qui sont bien identifiées. Et la maladie d'Alzheimer est une maladie de la cognition, et quand on regarde la maladie d'Alzheimer, c'est vrai que la maladie d'Alzheimer touche toutes les différentes régions que j'ai citées, le cortex associatif, le cortex frontal, le cortex temporal. Donc on va dire la messe est dite. La maladie d'Alzheimer est une maladie de la cognition. Décider implique des ressources cognitives qui sont affectées par la nature même de la maladie. Alors, c'est peut-être pas aussi simple quand on parle de la maladie d'Alzheimer au jour d'aujourd'hui, parce qu'on parle de patients qui ont parfois des déficits relativement localisés, circonscrits, et par exemple, un patient qui a simplement un déficit de langage, qu'est-ce qui empêche qu'il soit invité d'un point de vue cognitif à élaborer une décision, si du moins les autres, nous, lui donnons les moyens de compenser ce déficit de langage dans ce processus de décision. Il en va de même pour un patient qui a un déficit de mémoire, seulement un déficit de mémoire. Qu'est-ce qui empêche là encore que nous, l'entourage, nous essayons de lui rappeler les données du problème qu'il a oublié pour effectivement prendre cette décision. Alors, bien entendu, c'est une maladie de la cognition, mais cette maladie implique qu'il faut avoir une idée précise du profil cognitif, de l'objet et du contexte de la décision. Ça a été rappelé par Fabrice, car décider en soi n'a pas beaucoup de sens. Chaque décision est spécifique. Et puis, que l'entourage apporte des moyens pour pallier au déficit lors de la prise de cette décision. Alors, la liberté de décider n'est pas un concept neuropsychologique. Je voudrais juste vous apporter quelques éléments de réflexion, en particulier sur la manière dont se construit la représentation de la situation et des enjeux de la prise de la décision. Et c'est surtout dans la psychologie sociale qu'on trouve des exemples qui me semblent intéressants. Je vais vous soumettre ce petit problème. Donc, une nouvelle maladie se répand dans votre ville. 2 vaccins sont disponibles. Avec le premier, vous êtes certain de sauver 200 vies, mais pas une de plus.
Avec le second, vous avez une chance sur 3 de sauver 600 vies et 2 chances sur 3 de n'en sauver aucune. Quel est votre choix? Qui est pour la solution numéro 1? Je ne vois pas trop les mains, mais j'en vois quelques mains. Est-ce qu'il y a des gens qui sont pour la solution numéro 2? Moins. Effectivement, la majorité des sujets, c'est une expérience de psychologie sociale, décident de suivre la première solution, qui est probablement la moins incertaine. Et si on prend une autre formulation, donc une nouvelle maladie se répand dans votre ville, 2 vaccins sont disponibles, avec le premier, il est certain que 400 personnes mourront. Avec le second, il y a une chance sur 3 que personne ne meure et 2 chances sur 3 que 600 personnes meurent. Alors là, bon, je vous évite le questionnement, mais globalement, les sujets choisissent la deuxième formulation. Et pourtant, ces deux problèmes sont totalement superposables du point de vue de la logique. Donc, quand nous sommes dans un processus de décision, nous ne sommes pas uniquement dans un processus cognitif. Bon, je passe sur cet exemple-là, il y en a d'autres. Il y a d'autres processus qui interviennent, qui sont des processus qui engagent notamment des facteurs qui sont des facteurs relativement superficiels et la manière dont est présenté le problème. La deuxième chose que je vais évoquer juste dans ce point, c'est les relations entre émotion et prise de décision. Alors vous savez, on a une vision assez hiérarchique du cerveau, et finalement il y a le néocortex, les émotions qui sont dans un système qu'on appelle le système limbique, et puis tout à fait en bas le cerveau reptilien, et au début on avait quand même une vision assez hiérarchisée avec des étages qui étaient relativement imperméables les uns par rapport aux autres. Et puis il y a eu un certain nombre de gens qui se sont intéressés à ça. Il y a beaucoup de travail sur les relations entre émotion et prise de décision, notamment il y a probablement les travaux que vous connaissez de Damasio sur l'hypothèse des marqueurs somatiques, selon lequel des émotions qui ont été suscitées dans des situations vécues vont être réactivées dans une situation semblable et vont influer la décision. Et donc c'est là, on en parlait tout à l'heure, la perception de l'état de son corps qui va être tout à fait important dans cette décision. Et cela implique une région particulière du cerveau qui est le cortex orbitofrontal. Alors, juste pour vous donner un exemple d'un patient qui était parfaitement préservé sur le plan cognitif, qui avait quand même des lésions cérébrales, mais que Damasio a étudié, et voilà une situation qui me paraît extrêmement intéressante, alors que ce patient fonctionne parfaitement bien sur le plan cognitif. Je lui demandais à quel moment on pourrait prendre sa prochaine visite au laboratoire. Je lui proposais de choisir entre 2 dates, situées dans le mois courant, et à quelques jours l'une de l'autre. Le patient a tiré son agenda de sa poche, a commencé à consulter le calendrier. Il s'en est suivi une scène remarquable. Pendant presque une demi-heure, il a énuméré les raisons pour et contre le choix de chacune des dates. Engagement antérieur, proximité d'autres engagements, prévision météorologique, et pratiquement toutes les sortes de raisons envisageables. Il se livrait à des comparaisons sans fin et sans intérêt entre différentes options et leurs éventuelles conséquences. Il a fallu énormément de sang-froid pour écouter tout cela sans taper sur la table et lui dire d'arrêter, mais finalement, je lui ai effectivement dit, sans me troubler, qu'il devait venir le second des 2 jours proposés. Sa réponse a été également calme et rapide. Il a simplement dit « c'est très bien ». Il a rangé l'agenda dans sa poche et s'en est allé. Donc cela montre bien qu'en fait, dans l'approche des prises de décision, il y a probablement, et c'est à l'origine aussi de la théorie de Damasio, deux types de prises de décision. Des décisions qui impliquent une solution rationnelle, qui sont probablement générées par des problèmes abstraits, éloignés du contexte personnel et social, et puis des décisions plus complexes. Et la décision est d'autant plus complexe que la vie personnelle, le contexte social immédiat sont en jeu, et c'est ceux-là qui sont manifestement, c'est dans ces prises de décision complexes qu'intervient cette théorie des marqueurs somatiques. Donc, je dirais que la liberté de décider n'est pas un concept neuropsychologique, je pense qu'à la limite, ce n'est même pas un concept neurobiologique. Ça montre bien qu'il y a des processus cognitifs de prise de décision qui sont modulés par de nombreux facteurs, notamment des facteurs non conscients, et qu'il y a une influence majeure des émotions sur les prises de décision, en particulier dans le domaine personnel. Alors, pour terminer, presque, qu'est-ce que peut apporter l'approche neurologique et neuropsychologique dans l'évaluation de la capacité décisionnelle dans la maladie d'Alzheimer? Bon, on va évaluer les capacités cognitives, mais ce n'est pas évaluer la capacité, ni même la compétence décisionnelle en soi. On va évaluer plutôt les entraves supplémentaires à la prise de décision rationnelle qui sont générées par la maladie. Et le deuxième point également, c'est que la complexité d'une prise de décision n'est pas nécessairement corrélée à sa difficulté rationnelle, en particulier quand il s'agit d'une décision qui engage le domaine personnel. Une altération de la capacité à prendre une décision, c'est l'exemple de Damasio, peut être présente en dépit d'une préservation des capacités cognitives.
Et donc certaines structures cérébrales sont particulièrement impliquées dans l'interface entre l'évaluation des conséquences de ces choix et les émotions. Alors juste pour terminer, je voudrais livrer, et c'est ma dernière diapo, à votre réflexion une vignette simple. Madame X, atteinte d'une maladie d'Alzheimer, a 2 filles, dont l'une est depuis toujours sa préférée. C'est comme ça. On le perçoit, on le voit. Quand on rencontre Madame X avec sa fille préférée, elle est sereine, détendue. Quand on rencontre Madame X avec sa fille qui n'est pas la préférée, elle est énervée, il y a des marqueurs d'agacement, on sent qu'il y a entre elles une histoire particulière, des relations particulières. Madame X a 2 maisons, dont l'une a plus de valeur que l'autre. Et Madame X, atteinte de maladie d'Alzheimer, prend la décision de léguer la plus belle des maisons à sa fille préférée, laissant l'autre à sa seconde fille. Évidemment, cette dernière conteste sa décision au motif d'une fragilité cognitive. Il existe une fragilité cognitive, c'est évident. Mais est-ce que c'est vraiment le problème dans la question et dans le choix qu'a effectué Madame X? On peut s'interroger sur le fait qu'il s'agit d'une décision très personnelle et qui a probablement engagé d'autres dimensions que les dimensions purement cognitives. Merci. Merci. Vous savez, si vous allez en Afrique, c'est la conclusion d'une rencontre que très longuement les uns et les autres disent ça s'est très bien passé. Là, vous avez vu à travers cette matinée d'ouverture que ça va très bien se passer. Il n'y aurait eu que cette introduction, on aurait déjà été très satisfait. Il y a Blandine qui a ouvert en parlant de la réalité humaine, la réalité aussi de sa perception de la maladie. On est arrivé ensuite à Mathieu sur la dimension scientifique, et je crois que c'est un résumé parfait de la dynamique du plan Alzheimer. C'est à la fois la réalité immédiate, la réalité quotidienne, et aussi une pensée sur l'avenir, sur une mobilisation, celle des scientifiques.